pour cette conférence. Voilà. Au nom du musée romain de Vidi, qui dirige actuellement les fouilles sous la responsabilité de son directeur, Laurent Flutsch, du Théâtre de l'Échandole, qui a pu organiser cette conférence, ainsi que de l'Association suisse des ethnomusicologues, dont je suis le président, j'aimerais tout d'abord remercier les personnes sans qui cette découverte historique n'aurait pas été possible. Le département des Affaires intérieures et extérieures de la République fédérative du Brésil, le ministère de la Culture et des Affaires amérindiennes de la République bolivarienne du Venezuela, son Excellence João Batista, vice-consul du Brésil, ainsi que l'ambassade de Suisse de Sao Paulo. Sans oublier les personnes qui nous font ce soir l'honneur de leur présence sur cette... Madame Evita Maicon, responsable marketing et développement du Palacio de Neves Eternas. Monsieur Ricky Cesardo, directeur du Patos Densa à Rio de Janeiro. Monsieur Sauveur Robitaille, président de la LRNASGM, la Ligue révolutionnaire anticapitaliste de surveillance des grandes multinationales. De Monsieur Tatong, représentant en chef des Indiens Yanomami du Nord Brésil. Et de Anouanouanou, Indien d'Amazonie également, mais aux origines plus floues. Vous avez certainement suivi avec passion les dernières découvertes archéologiques effectuées sur le nouveau site de Brazoul, et nous allons essayer ce soir de vous en rendre compte. Mais si nous vous avons conviés, c'est pour que vous soyez les témoins d'une expérience exceptionnelle, d'un événement unique au monde. La première démonstration réussie, près de 20 ans après son exposé, de l'hypothèse de Charpak. Je suppose qu'il est inutile de vous rappeler ce qu'est l'hypothèse de Charpak. Bien. Vous connaissez certainement le fonctionnement des premiers enregistrements sonores. Une pointe reliée à une membrane vibrant au rythme des sons ambiants grave un sillon sur un cylindre de cire tournant à vitesse régulière. Afin de restituer les sons ainsi enregistrés, il suffit de faire exactement l'inverse, à savoir faire vibrer la membrane par l'intermédiaire de la pointe qui parcourt le sillon sur le cylindre de cire. Vous suivez? En 1992, quelques mois après avoir reçu son prix Nobel de physique pour l'invention et le développement du détecteur de particules élémentaires, notamment de la chambre proportionnelle multifile, le professeur Georges Charpak, physicien français né en Pologne en 1924 et décédé à Paris récemment, faisait part de son intention de réunir un certain nombre de poteries et vases datant pour certaines de plusieurs siècles, voire milliers d'années. Certaines de ces poteries étaient gravées à même le tour, en plaçant un stylet de bois sur le côté du vase et en descendant le plus régulièrement possible. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Charpak suppose donc en effet que notre stylet a, durant son travail, légèrement vibré au rythme des sons ambiants, et qu'en trouvant un moyen de lire les sillons ainsi obtenus, nous pourrions peut-être entendre les tout premiers enregistrements de l'histoire humaine. Vous vous rendez compte, hein? Nous pourrions entendre des bruits de marché, des cris d'animaux, peut-être même des voix humaines datant de plus de 2000 ans. Et aujourd'hui, grâce au progrès de l'informatique, ces sons, nous pouvons les reconstruire, nous en avons la possibilité technique. Il suffit pour cela de digitaliser le vase à l'aide d'un scanner 3D. Puis d'analyser l'image afin d'en identifier les sillons, que l'on va ensuite amplifier numériquement, puis de séparer le bruit de fond dû à l'argile et au stylet, de trouver la bonne vitesse de lecture qui correspond à la vitesse de rotation du tour au moment de la création du vase,
Et enfin, d'affiner le son en équalisant le résultat ainsi obtenu. Alors, enthousiasmé par les perspectives de cette hypothèse et de ses vertigineuses implications, avec mon équipe, nous nous sommes lancés dans la recherche frénétique du candidat idéal à la réalisation de cette expérience. Nous avons mis à contribution nos différents réseaux archéologiques, scientifiques, excusez-moi, mais est-ce qu'on est vraiment obligé de faire tous les... Je disais donc que nous avons mis à contribution nos différents réseaux archéologiques, scientifiques, musicaux. J'ai personnellement fait des recherches sans fin, avec l'impression de chercher une aiguille dans un océan. J'ai passé des nuits durant devant l'écran de mon ordinateur, quand soudain, en visionnant, par erreur, une vidéo sud-américaine, mon œil, maintenant surentraîné, s'est arrêté sur un détail étrange. Oui. Me quiere cerquita, pero clara no me ama. La Elodie tiene mala cara, desde que conozco a Delfina, ella no me interesaba. No se me ofenda, pero llamo a mi carita y cara no me ama. Julieta me llama. Se suicidó cuando conocí a Salomé, ella no me interesó. Et stop! Regardez bien cette image. Vous voyez cette tache là au fond? Oui, mesdames et messieurs, il s'agit bien d'un vase. Et pas de n'importe quel vase, croyez-moi. Si j'effectue un zoom, comme ceci, et que j'améliore un peu la qualité de l'image, on commence à percevoir quelque chose de tout à fait extraordinaire. Voyez ces stries fines et régulières. Admirez la sûreté du trait de l'artisan. Appréciez la dureté de l'argile utilisée. Cela en fait un candidat idéal pour vérifier l'hypothèse de Charpak. Non ? En effectuant quelques recherches sur la vidéo, j'ai pu en trouver le nom du réalisateur qui m'a communiqué ce précieux renseignement, le lieu de tournage de Clara Caliente, le Brésil, Rio de Janeiro, le Pato Stensa. Notre vase provient donc bien d'Amérique du Sud. Et en interrogeant plusieurs spécialistes, dont l'archéologue Laurent Flutsch, nous avons pu rapidement conclure qu'il provenait bien de l'ère précolombienne, dans une tranche située entre 1500 et 2000 ans en arrière, mais ne correspondant à aucune civilisation connue à ce jour. Et ce vase, mesdames et messieurs, le voici. Aujourd'hui, grâce à nos recherches et au vu des fouilles effectuées cet été sur place, nous pouvons affirmer qu'il provient de la civilisation Brazul, en Amazonie, disparue il y a plus de 12 siècles dans des circonstances que l'on commence à peine à élucider. Elle s'était établie sur le territoire actuel des Yanomami, au sud du Venezuela, sur la frontière nord du Brésil, dans une vaste vallée située au pied du Pico da Neblina. Elle est... C'était... Ah, c'est marrant, ça c'est... Non.
Bon, ça c'est les inconvénients de la photo. Vous pourriez appeler Monsieur Cornas? Bon, c'est pas grave, on va essayer de continuer. Rasoul. Oui. J'avais fait un PowerPoint sur Rasoul. Attendez, je dois voir ça quelque part. C'est là aussi. Voilà. Ah non, ça c'est mon arrivée au Brésil. C'est par là, mais c'est pas ça. Oui, alors j'ai eu de la chance d'arriver en plein carnaval. Mais c'est pas ça. Alors ça, pour trouver un taxi pendant cette période, je vous raconte pas. Voilà, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non. J'ai une clé USB dans la poche de ma veste, juste à l'entrée. Je cours la chercher. Ça, c'est le pathos d'Ensa, c'était le but de mon voyage, là où je devais trouver le vase. J'arrive.
bien pu passer et n'avait bien entendu aucune conscience de la valeur inestimable de ce glorieux témoin du passé. Il m'a dit en revanche qu'il avait trouvé chez un antiquaire, à Manaus, dans le nord. Et oui, vous avez dit que c'était un vase précolombien. Vous l'avez eu pour 3 fois rien, et que si je voulais en trouver d'autres, ben c'est de là-bas qu'il fallait que je... J'ai pas hésité une seconde, j'ai pris le premier bus pour le nord. Le voyage devant durer plusieurs jours, j'en ai profité pour relire l'abondante documentation que j'avais emportée avec moi. Un choix exhaustif allant de Kircher à von Däniken en passant par Lavacher. C'est passionnant. Vous saviez que les Nazcas ont produit les plus beaux vases quadrichromiques de l'ère précolombienne? Les Nazcas, vous savez, c'est ce peuple connu surtout pour ses géoglyphes, ces immenses figures tracées dans le désert, visibles uniquement du ciel. Cela, je leur donne une fière chandelle, parce que c'est grâce à eux que j'ai découvert les théories de von Däniken. Vous connaissez? Il s'intéressait beaucoup aux anciennes civilisations. J'ai quelque chose, attendez, ça j'ai là. Alors, c'est là. Voilà. Oui, c'est donc nos fameux vases quadrichromiques, mais en plus grand, voilà. Alors, c'est très intéressant, bien sûr, mais voyons plutôt ces fameux géoglyphes. Voyez ce singe. Il mesure près de 2000 mètres de long. Oula, le colibri. Pas très bien dessiné, celui-là. Ou ici, l'araignée. Elle est gigantesque. La question que se pose von Däniken est comment un peuple de sauvages primitifs, qui ne savent même pas dessiner un colibri, peut réussir à réaliser une telle œuvre. Et surtout, sachant que ceci est un astronaute, quelle a été leur source d'inspiration? Ont-ils été aidés? Par qui? Et ici, hein? C'est mon PowerPoint. On va pouvoir reprendre. Je vous laisse réfléchir. Brazoul. Imaginez, au plus profond de la forêt amazonienne, une montagne haute de 3000 mètres, dominant une plaine, couverte de jungle, ne dépassant pas les 100 mètres d'altitude. Imaginez un endroit si inaccessible, si éloigné de tout, qui n'a été découvert qu'en 1950. Il faut dire que ce sommet est à 5 jours de marche, que l'onchocertose, ou cécité des rivières, une maladie parasitaire transmise par une grosse mouche noire, est endémique dans la région, tout comme le paludisme et la fièvre jaune. De plus, contrairement à ce que cette image laisse à supposer, l'endroit est couvert en permanence d'une épaisse couche de nuages. C'est pourquoi on l'a appelé Pico da Neblina, neblina signifiant en effet en portugais brouillard. Si une montagne haute de 3000 mètres a pu rester invisible au reste du monde durant si longtemps, imaginez à quel point il est difficile de savoir ce qui se trouve à ses pieds. Eh bien, c'est pourtant là, au pied du Pico da Neblina, en plein territoire actuel Yanomami, qu'a choisi de s'établir il y a plus de 2000 ans ce qui allait devenir la civilisation Brazoul. Aujourd'hui, nous en savons un peu plus sur son histoire, grâce à nos 3 expéditions qui ont permis de mettre à jour une quantité extraordinaire de poteries. On a trouvé des milliers et des milliers de tessons de terre cuite qui nous ont permis de distinguer 3 principales périodes. Le Brazoulien ancien, le Brazoulien moyen et le Brazoulien tardif. Le Brazoulien ancien, pour commencer, correspond un peu à ce qu'on connaît dans les Andes, à savoir une société structurée qui pratique l'agriculture
la pêche et la chasse. Durant cette période, les poteries sont variées, richement décorées et de très bonne qualité. Il semblerait que les producteurs de poterie aient pris de plus en plus de pouvoir pour parvenir à une position dominante durant la période suivante que l'on a appelée le Brazilien moyen. Bizarrement, ils ont réussi à imposer au reste de la population une consommation toujours plus grande de récipients en introduisant l'idée de mode. En effet, durant cette période, les Brésiliens jettent et cassent des vases encore parfaitement utilisables pour les remplacer par d'autres de forme identique mais avec un autre motif ou d'une autre couleur. Durant cette période, les Brésiliens travaillent, chassent, pêchent, non plus pour satisfaire leurs besoins vitaux, mais pour se procurer le récipient dernier cri, dans une sorte de frénésie de consommation directement entretenue par les producteurs de poterie, qui en tirent bien entendu profit. Or, pour cuire des pots, il faut du feu, et donc du bois. Avec l'explosion de la production, les besoins en bois deviennent gigantesques. L'abattage des arbres augmente de manière exponentielle. Les forêts n'ont pas le temps de se renouveler. Les sols s'érodent. Le gibier déserte la région. Les Brésiliens, devenus trop nombreux, commencent à se battre pour des moyens de subsistance devenus, eux, trop rares, dans une ultime période que l'on a appelée le Brésilien tardif. Guerre. Destruction. Fin de la civilisation. C'est pas vrai. Ok, alors c'est une niaiserie là, excuse-moi donc si je prends la parole, mais les deux choses qui ont été dites jusqu'à maintenant sur lesquelles je peux plus me taire là. C'est bien beau de défendre un projet scientifique archéologique qui tendrait à prouver que ton gouvernement actuel nous pousse tête dans le mur. Et de même que je peux entendre que tu boycottes les compagnies aériennes là, qui déversent leur fioul dans l'atmosphère sans se préoccuper du réchauffement climatique, là, du stress des canards là, en période de reproduction, là, ou même de la pollution sonore. La pollution sonore, cette cause me paraît tellement juste que j'ai m'attaché à cette table de conférence. Je m'en libérerai uniquement si le sujet est traité en priorité lors du prochain G20. En même temps, G20, là, mon ami, il faut les voir, là, prélassés dans les jeux, et pas la Suisse, là, tandis que Bastoun lutte pour garder son indépendance là, face au faucon de l'administration Bush. Ne va pas croire que Barack Obama est plus quelque chose. Je sais que t'attends beaucoup de lui, on l'a dit, c'est qu'un homme, et il a un bas de la terre. Et même la réforme du système de santé, là, même si c'est une bonne affaire, le somme il s'en tape le coquillard comme de l'an 40. Tu sais ce qu'il voit pas depuis le début de cette conférence? C'est qu'il n'y a pas une once d'esprit critique. Là. Tu parles du Brésil, tu parles des favelas, tu parles du passé, là. Mais t'en parles-tu des conquistadors? Si en filtrant des sources, tu te fais le complice d'une information unilatérale, la capitaliste, mondialiste, qui engendre, et ça c'est pour moi qui vais te l'apprendre, une modification de la perception du monde parmi les masses, relayée par Facebook et autres YouTube, là, qui t'inscrivent dans leur fichier secret, mon ami, comme au pire sœur de la Stasi. Et à qui c'est ça, non, c'est pas film? À qui c'est ça, non, c'est pas film? Allez, moi, je te donne entre mille. Les coopératives gazières, les compagnies pétrolières, les consortiums pharmaceutiques, les gros transporteurs, les mêmes qui achètent les droits sur le riz basmati, ou sur ton ADN stécural, ton propre ADN ne t'appartient plus, mon ami. Ah, c'est trop insupportable, j'entame une grève de la faim. Tu sais qu'à un moment donné, on aurait pu penser que les Chinois, c'était une bonne affaire. Un nouveau contre-pouvoir face à l'impérialisme américain. Erreur, mon ami, faites tes calculs. S'ils veulent tous une bagnole, on vide les réserves de pétrole. Vous êtes beau. J'ai eu un pouvoir. Oui, alors c'était Sauveur Robitaille, donc ce militant québécois resté au Brésil depuis la conférence de Porto Alegre en 2001. Sauveur Robitaille appartient à de nombreux groupes de soutien et de pression, à plusieurs syndicats, 23, à 112 collectifs, 17 ONG, 42 organisations pacifiques et un corpuscule armé. Il a fait signer près de 20 000 pétitions pour un total de 1 400 000 signatures depuis sa majorité
Et malgré 123 plaintes pour trouble à l'ordre public, 60 arrestations et 23 gardes à vue, eh ben, il continue le combat, quel qu'il soit, et où qu'il soit. Je l'avais rencontré durant mon voyage vers le nord. Vous savez, dans ce train qui longe la frontière bolivienne. Il était en train... Attendez, j'ai des images. Je vous montre le score, là. Voilà. Ouais. Bon, écoutez, c'est une vieille VHS, hein, mais bon, à la guerre comme à la guerre, l'important, c'est que ça fonctionne. L'autre jour, à la radio, j'ai entendu un jeune groupe de rock dire qu'ils allaient enregistrer un bon vieux CD. Je suis un de ces coups de vieux, ça. Oui, donc, j'ai eu de la chance, j'étais en train de filmer le paysage quand le train s'est arrêté. J'ai même pu vendre mes images à une chaîne d'information. Regardez plutôt. Buenos días, les saluda Yasmín Melero. Muchísimas gracias por acompañarnos en su noticiero del mediodía en su canal 46. Comenzamos con lo más destacado de esta mañana. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte dio a conocer algunas de sus averiguaciones preliminares sobre el mortal accidente en el Metrolink el pasado 12 de septiembre. Estas incluyen la determinación que el conductor Robert Sánchez, que falleció en el choque, envió 29 mensajes de texto, uno de ellos justo 22 segundos antes de la tragedia, confirmado lo declarado por dos menores de 14 años de edad el día del percance. Estamos actualmente en la unidad del tren de Vidí, conectando a la Oceanía. La Defensa Protection tiene lugar en este momento en Colombo. Los militantes del Frente de la Liberación de los Mares del Norte irán directamente a las vías para protestar contra las plataformas norteñas de Torrifera y a bordo de la FECAM. Era Mani y Consuelo Rosetta, directamente en Guadalajara, por tiempo Brasil. Hey, tu m'avais pas dit ça, mon ami. Tu sais qu'en vendant tes images à DM Corporate, là, tu fais le complice d'une information unilatérale, capitaliste, mondialiste, qui engendre, et c'est pour toi qui vais de là. Excusez-moi, je ne retrouvais plus ces images. C'est Von Däniken. C'est passionnant, non? On ne peut plus, aujourd'hui, parler sérieusement d'archéologie sans évoquer la thématique des anciens astronautes, popularisée par Von Däniken dans les années 60. Von Däniken, archéologue autodidacte zurichois né en 1935 à Zofingue, affirme de manière très documentée qu'il existe de nombreuses preuves de visites extraterrestres tout au long de notre histoire. Il faut dire qu'ils n'ont pas été très discrets. Hein. Attendez, vous vous souvenez des Pénias qui restent là? Je vous préviens, c'est pas le genre d'information que tout le monde est marrant. Voilà, c'est là. Par exemple, une sculpture ancienne mexicaine. Celle-là, j'aime beaucoup. Voilà. Un bijou précolombien. Et là. Oui, bah alors là. Oui, alors là, carrément. Un Spoutnik au milieu d'une toile du 16e. Franchement. Il y a mieux. Vous connaissez Istanbul, Sainte-Sophie. Alors là, on voit carrément le dôme de l'observatoire et les fusées prêtes à partir. En plein centre-ville. Et puis vous savez, j'ai remarqué des coïncidences. Des choses que ça ne fonctionne pas. Par exemple, si vous prenez par exemple la pyramide de Khéops. Base de la pyramide de Khéops, 230 mètres, à peu près. Hein. Hauteur de la pyramide, 146, un peu moins. 146. 230 par 146. À 31 880. Je lis à l'envers. 31 880.
1883. Les 12 et 13 novembre 1883, on observe une étrange pluie d'étoiles en Alabama. Coïncidence? Et alors, on va prendre les Mayas, par exemple. Pyramide de Kukulkan, aire de la base de la pyramide, ça fait 60 mètres carrés. 60 mètres carrés, la hauteur est 24. 60 fois 24, on arrive à... J'arrive à 1440. 1440, éclipse totale de soleil en Alabama. Qu'y a-t-il en Alabama? Comment se fait-il que deux civilisations millénaires, chacune à l'autre bout du monde, envoient des messages à travers les siècles dans un endroit aussi anodin que l'Alabama? La direction du musée romain de Lausanne-Vidi tient à informer l'assistance qu'elle décline toute responsabilité quant aux propos actuellement tenus par le conférencier. J'ai pas fini. La direction du musée se désolidarise totalement de ces théories à la gomme qu'elle considère comme un tissu d'ânerie abyssale. Pour être poli. C'est pas une preuve, ça. Qu'on s'éloigne 2 secondes des théories bien pensantes du sérail, paf, censure. La base de la pyramide par qui donne une sinusoïde par 28 représentant, comme chacun sait, les phases de la lune égale la fréquence du La multipliée par la tangentielle au carré moins la couleur du ciel, lit-on dans les rues. Cela, pas du hasard. Une passion, un incident sans voir. Là, dans le sable du Pérou, voici un astronaute. Et là, un Spoutnik, un Talgino. Et là, ceux qui jouent, vaisseau, c'est fâcheux. Mes condoléances. Sainte-Sophie est de loin ressemble. Ces minarets comme des fusées qui tremblent. Nous conviendrons pourtant bien tous ensemble. Ça n'a pas de sens. Voici le paranormal. Ce monde s'achève, c'est égal. L'aurore se lève, animal. Un peu de jeu dans les rouages, là, mon ami. Est-ce que je retiens ton patinage, là, sur les petits ambages? C'est que les gouvernements, eux-mêmes gouvernés par les multinationales véreuses, là, nous cachent bien des choses. Et ça range avec la vérité, là, mais bien comme ils veulent, la coupe dans l'or et de CIA, là.
Tu veux pas me libérer, là? Si, mais monsieur. J'ai la clé dans ma poche ici. T'as pas de bon sang, mon gars, il fait un type d'un même attaché alors qu'il fait une grève de la faim. Afin de faire reculer cette attitude inhumaine, mon ami, j'entame dès à présent une récolte de signatures contre ce type de traitement, sans passer à Amnesty International, son droit de l'homme. Peux-tu me mettre de la light, là? D'habitude, Verdun, toi. Pas qu'on fait de postage. Arrangez-moi. Je vais te montrer ce que c'est un vrai orateur. Ouais, écoutez, je suis vraiment désolé, mais c'était pas... Compagnons, tu dois comprendre que tu n'es pas seul, que ta voix compte, et que dans la nuit capitaliste et individualiste, la lumière de la nuit brille pour tous. Et que tu peux lui amener ton allumette. Alors, compagnons, lève-toi, hurle et chante avec moi pour un monde nouveau. C'est trop modifié, moi j'aime le tofu quand il est assaisonné. On a besoin d'un chum comme oui, ou d'une blonde de nature au sein parfait, pour fight des niaiseux, les méchants, qui veulent polluer notre Saint-Laurent. Excuse-moi, il faut que tu fasses de la rythmique, là. C'est une musique entraînante. Mais pas vite, pas avant trop jaser. Moi, ma job, c'est de faire des misères. Ceux qui en font le plus sont hommes et la terre. Mais je n'y arrive pas, ça me fait plaisir. Mes seuls amis sont les OMG. Hey, qu'est-ce que tu fous, toi, là? C'est une photo de papier de la forêt amazonienne. Plus que tout, je dirais qu'enfin, le monde a besoin d'un Acadien. Et c'est encore moins ça. Je dis ça, c'est parce que comme je suis né en Gaspésie, il y a une couple de Québécois qui pensent que je suis pas un vrai Canadien. C'est bien faux, ça, parce que moi, ce que je préfère plus sur mon pays.
J'ai retrouvé l'antiquaire, celui du vase, je veux dire. Il m'a dit qu'il en avait plus, que ceci était extrêmement rare, la plupart ayant été brisés. Il m'a dit qu'il s'agissait de vases précolombiens Yanomami. Vase Yanomami, impossible. Les Yanomami sont des chasseurs-cueilleurs qui ne pratiquent pas la poterie et ne connaissent a fortiori pas le tout. Il m'a dit que ces vases provenaient d'un village Yanomami au pied du Pico da Neblina et il m'a conseillé un bon guide, Taton. Taton est un authentique indien d'Amazonie qui a l'avantage d'avoir du sang Yanomami qui coule dans ses veines. Il a accepté de me suivre dans l'impénétrable jungle amazonienne et je dois dire qu'il s'est un peu attaché à moi. Il faut dire qu'il est fidèle, il est joueur. Taton a accepté de me suivre durant ce cycle de conférences afin de servir de témoignage vivant des us et coutumes de ce peuple primitif.